Le débat de ce Smart Impact, l'énergie nucléaire au service des centres de données, des data centers. Pour en parler, Quentin Perrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes économiste, expert des sujets énergétiques au cabinet Deloitte. Thibaut Chabrolier, bonjour. Bienvenue à vous aussi, associé au cabinet Bain et compagnie. Et Christophe Weiss, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil du comité de surveillance d'APL Data Center. Je vais commencer par un constat que votre cabinet propose sur la consommation d'électricité des data centers à horizon 2030. Qui consommeront 3% de l'électricité mondiale. Ça, c'est un chiffre global, ça cache des disparités régionales ? De très fortes disparités régionales, effectivement. Donc déjà, pour se rendre compte, 3% de l'électricité mondiale, ça veut dire un triplement par rapport à aujourd'hui. Oui. Et on voit des dynamiques très fortes aux États-Unis et en Amérique du Nord, Canada aussi, en Chine et en troisième position en Europe. Donc des disparités effectivement assez fortes quand même. Les États-Unis ont une longueur d'avance, je pense qu'on peut le dire. Qui mène cette j'allais dire, course à l'armement? Bon, le terme est peut-être un petit peu fort, Thibaut Chabrolier, mais c'est évidemment les géants d'Internet. Les États aussi, il y a ces doubles locomotives en quelque sorte. Oui, on voit un phénomène de déglobalisation assez prégnant depuis toutes ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, on a deux grands blocs. On a le bloc américain et le bloc chinois qui investissent massivement. Au milieu, on a l'Europe qui cherche sa voie. Et chaque bloc, en fait, soutient un peu ses champions. Donc, le bloc américain va soutenir les GAFA et le Chip Act aux États-Unis qui consiste à rapatrier toute la production de chipsets sur le territoire américain, on a un exemple. Le Cloud Act aux États-Unis, on a un autre exemple. Donc, il y a des investissements assez massifs qui sont faits. Aujourd'hui, la course à l'armement est plutôt gagnée par des acteurs comme les GAFA aux États-Unis. Ouais. Alors, l'angle de notre débat, c'est la question du nucléaire, des mini-réacteurs nucléaires que les géants d'Internet, les GAFAM, sont ou seraient, je ne sais pas, en train de construire pour alimenter leur data center. Christophe, c'est une réalité, c'est encore un fantasme, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Écoutez, en France, on est bien placé pour en parler, puisque notre mix énergétique représente à peu près 70% d'énergie nucléaire, mais dans le cadre de centrales institutionnelles, de cette énergie, elle est pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Ce que propose un certain nombre d'acteurs, comme Oracle, Google, c'est de se doter de petits réacteurs nucléaires, qu'on appelle les SMR, qui font environ 300 MW. Et ces réacteurs n'existent pas aujourd'hui. On a quelques réacteurs dans des sous-marins militaires, sur des bateaux, mais ce sont des petits réacteurs. Là, on parle de réacteurs beaucoup plus importants qui n'existent pas, qu'il faut donc concevoir et réaliser. On est sur une échéance de temps qu'on situerait dans le meilleur des cas, entre 10 et 15 ans avant de voir ce type de réacteur opérationnel. Ça ne correspond pas tout à fait aux besoins immédiats. Oui, d'accord. Mais il y a quand même, je crois que c'est Microsoft qui est en train de faire rouvrir un réacteur de la centrale de Three Miles Island, j'y arrive, qui nous rappelle de mauvais souvenirs. Oui, c'est un peu comme si on proposait de rouvrir un réacteur à Tchernobyl pour alimenter le data center qui se trouve à proximité. Je crois qu'il y a un effet d'annonce, évidemment. Remettre sur pied une vieille centrale qui a eu un incident important, c'est pas forcément la solution qui vient spontanément à l'esprit. Alors, on touche là une des questions. Il y a la question de la temporalité, c'est-à-dire peut-être que effectivement les data centers auront leur propre mini-réacteur, mais dans 10 ou 15 ans, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et puis il y a la question du risque de présentation, d'image d'entreprise, de risque réputationnel quand on se retrouve à gérer un mini-réacteur. Exactement. C'est-à-dire que si on est un Microsoft et qu'il y a un accident sur ce réacteur nucléaire qui vient alimenter votre data center, vous avez un risque réputationnel qui sera extrêmement fort, comme on mentionnait Tchernobyl. Enfin, Microsoft n'a pas envie d'être associé à être un nucléaire. Et pour autant, ils se posent clairement cette question. Mais parce qu'ils sont dans une situation de besoin absolu de génération d'énergie décarbonée, pilotable et localisée. C'est-à-dire que décarbonée parce qu'ils ont tous pris des commitments. Des engagements, sur leur transition énergétique. Pilotable parce que l'éolien c'est bien ou le solaire c'est bien, mais bon, le data center on ne peut pas l'arrêter et on ne peut pas subir tous ces flux-là. Et localisé parce que le besoin est très localisé. Un gros data center, c'est 1 gigawatt. 1 gigawatt, c'est une tranche nucléaire. Et là, on parle de data center à 5 gigawatts chez OpenAI. Donc, vous imaginez la puissance... les data centers deviennent la nouvelle industrie électro-intensive en France. Donc c'est assez massif. Et donc le seul besoin, c'est de prendre toutes les sources d'énergie qui passent. C'est de l'éolien, du renouvelable, du nucléaire et parfois du gaz et parfois du charbon. Oui, alors c'est ça la question, effectivement, Quentin Perrier, c'est que pour l'instant,
on est plutôt en train de rouvrir notamment, je sais pas, des centrales au gaz. Enfin, on a encore, les GAFAM qui développent des data centers besoin d'énergie fossile, évidemment, et pour longtemps. On voit une course à l'électricité. En fait, il y a vraiment une volonté d'aller très très vite et développer un projet éolien, solaire, développer des raccordements aussi, ça peut être long. Et parfois, ils n'ont pas le temps d'attendre. Et donc, aux États-Unis, on voit parfois des centrales à gaz qui sont utilisées pour alimenter des data centers, ce qui pose un vrai problème. Et je trouve que c'est une des questions avec les réacteurs SMR. S'ils ne sont pas prêts en 2030-2035, comment on va faire ? Il ne faudrait pas aller vers plus de centrales à gaz, justement. Oui, donc c'est aujourd'hui qu'il faut se poser la question. Exactement. Or, on est dans une course à l'intelligence artificielle sans avoir forcément résolu la question de l'alimentation énergétique. Exactement, d'où l'intérêt. Années, alors, on voit un intérêt chez les géants du secteur d'aller vers plus d'énergie renouvelable. Par exemple, Google a pris des engagements dans ce sens pour aller vers du 24/7, donc 24/64, 7 jours sur 7, vers renouvelable. On voit aussi, par exemple, aux États-Unis, il y a 2 jours, le président américain a décidé qu'il était prêt à ouvrir des terrains fédéraux, donc militaires et du département de l'énergie, pour des data centers, à condition qu'ils soient approvisionnés en énergie renouvelable. Donc le président actuel, pas le futur. Joe Biden. Bon, on verra bien ce qu'en dit Donald Trump la semaine prochaine, puisque sa cérémonie d'investiture, c'est lundi, évidemment. La place aujourd'hui aux énergies décarbonées, ça représente quoi dans les data centers? Je pourrais vous poser la question des vôtres, mais si on essaye de dézoomer, de prendre une vision un peu plus générale, un peu plus mondiale. Alors, en France, l'énergie décarbonée, c'est 95-96% de l'énergie qui est fournie aux utilisateurs. On a très peu d'énergie fossile. Par contre, en Irlande, où pourtant les GAFAM investissent, ont un peu plus de mal maintenant pour des raisons de disponibilité énergétique, mais en Irlande, la part d'énergie fossile est beaucoup plus importante. On en parlait, pour alimenter les nouveaux data centers qui sont mis en service, c'est principalement des centrales à gaz. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser du nucléaire pour ces data centers. Donc il y a une très grosse disparité selon les pays. En Allemagne, il n'y a plus de nucléaire. Mais est-ce que ça veut dire que ces engagements à utiliser de l'énergie décarbonée de la part des GAFAM, des géants, aux États-Unis, mais peut-être aussi en Chine, parce que la Chine aussi, elle est sur un chemin de décarbonation assez important, ils sont intenables, d'après vous, Christophe Weiss? C'est une fausse promesse, quoi. Intenable, non. Enfin, nous, on le voit sur les cahiers des charges qui sont émis par ces acteurs. Il y a une forte demande d'énergie décarbonée. Donc, il y a quand même une pression des opérateurs pour cette énergie décarbonée, que ce soit du nucléaire, d'ailleurs, ou de l'énergie renouvelable. Mais ça ne les empêche pas, pour autant, d'implanter leur data center sur différentes plaques, dont certaines ne sont pas vraiment décarbonées. Alors, il y a un autre levier qu'on peut activer, Quentin Perrier, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique. Ça, on peut le faire tout de suite. C'est déjà en cours, j'imagine. Qu'est-ce qui est déjà fait aujourd'hui? C'est déjà en cours et c'est vraiment un levier majeur. Aujourd'hui, ce qui a été fait depuis quelques années, c'est de réduire les besoins énergétiques pour refroidir ces data centers. Parce que il faut des besoins énergétiques énormes, c'est très chaud. Donc jusqu'à aujourd'hui, on utilisait de l'air. On est passé à des refroidissements à eau qui sont beaucoup plus efficaces. Ce qui pose aussi une question de ressources en eau. Mais bon. Donc ça, c'est un volet qui est en cours et qu'il faut continuer à améliorer. Parce qu'on était jusqu'à 40-50% de la consommation énergétique totale pour du refroidissement. Et là, on passe à 10%. Donc vous voyez, c'est des gains énormes. Après, l'autre sujet, c'est les calculs. Les puces, les GPU là-dedans, qui ont fait d'énormes progrès. Je veux dire, jusqu'à présent, c'est ce qui a permis de stabiliser la consommation. D'accord. Depuis 2010, le trafic Internet a été multiplié par 17 et la consommation d'électricité n'a pas augmenté. Pourquoi ? Parce qu'on fait des progrès extrêmement rapides. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Koumé qui dit tous les 18 mois, on double l'efficacité énergétique. Donc la question, c'est est-ce qu'on va le maintenir ? Oui, est-ce qu'on peut continuer ? Et pour l'instant, comment on a fait ? On a fait des transistors de plus en plus fins. Et aujourd'hui, ils font 2 nanomètres. L'épaisseur de l'atome, c'est 0,2 nanomètres. Donc on voit qu'on va atteindre un mur physique. Donc la question, c'est comment on continue à innover avec des architectures plus intelligentes, avec d'autres systèmes. On est passé des CPU au GPU. Donc il y a une grosse question là-dessus et c'est là qu'il va falloir aussi mettre d'énormes efforts de R&D, de régulation et d'innovation. Et alors justement, c'est quoi la tendance, Thibaut Chabrolier ? C'est des data centers plus petits et délocalisés, des data centers de plus en plus grands ? Alors peut-être que les deux cohabitent d'ailleurs. C'est les deux. En réalité, c'est les deux parce que on a des besoins, on va dire vraiment des data centers de plus en plus grands qui vont aller, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à 5 gigawatts ou plus, dans lequel on va avoir de forts volumes, donc des effets d'échelle, etc. Et on a une autre tendance qui est le edge computing, qui est en fait de rapprocher les data centers des clients finaux dans certains cas. Et donc en fait, on voit que les modes de calcul sont à la fois
at the core, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dans le cœur de réseau, mais aussi at the edge, c'est-à-dire au plus près du client. Et on le voit bien avec typiquement tous les fournisseurs de solutions d'AI qui sont au départ focalisés beaucoup sur les LLM, Large Language Model. Donc avec des gros modèles qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul pour être entraînés. Et maintenant, on parle de plus en plus des SML, Small Language Model. Donc des modèles beaucoup plus agiles, beaucoup plus simples, qui nécessitent moins d'énergie et qui donc nécessitent des plus petits data centers plus proches du client, mais qui répondent à des besoins, parce qu'on n'a pas forcément besoin de sortir un bazooka pour répondre à toutes les questions. Et en France, on est sur quel modèle? Plutôt des gros data centers? On est plutôt en train de grandir ou plutôt en train de réduire? Alors en France, on est plutôt en train de grandir, puisque la France avait un certain retard sur l'hébergement hyperscale. Donc là, on est plutôt sur la construction de très gros data centers, pour les besoins des GAFAM principalement, et le cloud. Mais on constate quand même une tendance maintenant à une certaine dissémination de data center edge, comme on vient de le dire, qui permettent de se rapprocher au plus près de l'utilisation, réduire les temps de latence, stocker à proximité les data. Et donc cette tendance-là, je dirais que ça va pas forcément dans le bon sens pour la consommation, puisque les petits data centers sont souvent moins performants que les très gros. Les grands progrès dont on parlait à l'instant ont été faits principalement par les hyperscales. C'est-à-dire qu'on a accru de manière considérable l'efficacité énergétique des data centers. C'est ce qui consomme, en les faisant grandir. En les faisant grandir. Ce qui consomme, c'est principalement les serveurs. Même s'ils ont fait d'énormes progrès, ces serveurs, et les puces également. C'est considérable. Mais on ne peut plus aller beaucoup plus loin. Et les petits data centers qui vont se répartir sur tout le territoire, puisque ça c'est une réalité, eux vont certainement être un peu moins performants. Donc on va répartir la consommation, alors qu'actuellement elle est plutôt concentrée sur des grands ouvrages. Mais ça a le mérite de répartir aussi l'approvisionnement énergétique sur des territoires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une forte demande très localisée, là vous allez disséminer la demande. Donc les besoins en investissement sur l'infrastructure électrique vont être un peu. Mais est-ce que, effectivement, la France fonctionne à l'énergie décarbonée grâce au nucléaire, et un peu moins, mais un peu Est-ce que ça fait de la France un Eldorado des GAFAM qui veulent de l'énergie décarbonée? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je peux juste me permettre, parce qu'on parle d'énergie décarbonée, et je pense que c'est important de dire qu'on parle d'électricité décarbonée. Parce qu'en fait, la France utilise beaucoup d'énergie. C'est vrai. C'est l'électricité vous avez qui est raison, décarbonée. vous avez raison. Électricité décarbonée. Alors, oui, la France a une énergie plutôt attractive, décarbonée, pas très chère par rapport à ses pays voisins, même si après on peut jouer sur la fiscalité pour attirer les opérateurs. Donc c'est plutôt attractif, effectivement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on constate ce mouvement actuellement vers la France d'un certain nombre d'acteurs. La France, on est dans une logique de régulation, de planification. Quelle tendance s'impose aujourd'hui? D'ailleurs, c'est peut-être la France et l'Europe. Déjà, de façon générale, qu'est-ce qui fait que les autres data centers s'implémentent dans des endroits? On voit qu'ils choisissent très souvent, c'est des endroits où il faut qu'il y ait du terrain disponible, il faut qu'il y ait des réseaux disponibles. Les pays froids ont eu un avantage un certain temps. Et la fiscalité. En France, qu'est-ce qu'on a eu? C'est pas l'électricité décarbonée qui venait en premier. C'est pas ce qui venait en premier, même si c'est un sujet qui monte effectivement. En France, on a la chance d'avoir des réseaux électriques d'excellente qualité. Il y avait ce qu'il fallait dans la zone parisienne, enfin en Ile-de-France, il y a eu vraiment tout le terrain qu'il fallait, des anciennes friches industrielles. Et il y a eu aussi des aides qui ont été mises, typiquement France 2030, les grands plans d'aide de relance, il y a eu des aides pour les data centers. Donc il y a quand même une volonté de les développer en France, ça c'est clair. Allez, une minute, une question qui vaudrait 3 quarts d'heure de débat. Et c'est pas le moment d'appuyer sur le frein. C'est-à-dire qu'on développe l'IA partout sur la planète, il y a une course à l'armement dont je parlais tout à l'heure, sans se poser vraiment les questions de l'impact sur nos démocraties, sur la consommation d'énergie, etc., etc. Alors, je pense que l'Europe a pris le sujet à bras-le-corps. L'Union européenne est en train de réguler sur ce sujet. Nous, ce qu'on dit dans le rapport Bain, c'est que cette course à l'armement va de facto ralentir pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque acteur essaie de gagner cette bataille de l'IA et donc est en train de surinvestir. Donc chacun s'engage à acheter beaucoup de capacités, chacun s'engage à développer beaucoup de data centers, mais la réalité économique, c'est que l'adoption est beaucoup plus lente que ce que on va regarder toute technologie qui a évolué, l'adoption a toujours été un peu plus lente que ce qu'on avait prévu. Donc la réalité économiquement, c'est qu'on va se retrouver face à des surcapacités d'ici quelques années qui vont de facto ralentir un petit peu, selon nous, la course à l'armement. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup.